Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale en visite officielle à Mogadiscio a été reçu par le président de la République fédérale de Somalie. Également dans l'actualité, Antonio Guterres met en garde contre les conséquences désastreuses de l'intensification des opérations militaires israéliennes sur Gaza. C'était les titres place au développement et nous allons à Mogadiscio en Somalie où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, a été reçu jeudi par le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud. Dès l'entame de l'entretien, le ministre djiboutien a transmis au chef de l'État somalien les salutations fraternelles du président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux de paix, de sécurité et de prospérité au peuple somalien. Le président Hassan Sheikh Mahmoud a pour sa part présenté à son hôte un aperçu de la situation générale dans le pays, mettant en exergue les efforts en cours dans le domaine de la reconstruction, du développement ainsi que les opérations militaires destinées à éradiquer le groupe armé. Il a également exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de Djibouti pour leur soutien constant et leur solidarité indéfectible envers le peuple somalien. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a pu donc visiter, dans le cadre de sa visite en Chine, une visite de l'usine de production, de transformation de sel alimentaire pour s'imprégner également des procédés de fabrication des dernières innovations techniques en la matière. Après la signature hier mercredi de l'accord tripartite MERN, Salt Investment et Beijing et China Mining pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal d'un montant global de plus de 38 millions de dollars américains. À son arrivée sur le site, le ministre a été chaleureusement accueilli par les responsables de l'usine. Il s'agit là, pour le ministre et les responsables de la société Salt Investment, de s'imprégner du modèle mécanisé et automatisé de production de sel alimentaire raffiné, lequel sera ensuite déployé incessamment sous peu dans la zone du lac Assal dans le cadre du projet d'envergure de production et d'exportation de sel de millions de tonnes de sel industriel et de sel alimentaire. Et suite aux récentes pluies qui se sont abattues dans la ville de Djibouti, ayant entraîné également une baisse de la température. Après une longue période de sécheresse, une nouvelle situation risque d'engendrer certains défis sanitaires avec la multiplication de maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre dingue. Nous avons posé des questions à Dr Sabah Youssouf, médecin-chef du centre hospitalier d'Ambouli, sur les mesures préventives, les symptômes pour déceler et soigner rapidement ces maladies infectieuses. Alors, les changements climatiques qui ont été récemment constatés suite aux précipitations inhabituelles qui ont été remarquées à Djibouti ces derniers temps, ainsi que les retours des voyageurs des zones épidémiques peuvent provoquer des maladies infectieuses. Il faut savoir que les pluies ont créé des eaux stagnantes. Ces eaux stagnantes ont créé des gîtes larvaires pour la multiplication des moustiques ainsi que des vecteurs pour certaines maladies graves, des maladies infectieuses. Parmi ces maladies infectieuses, on peut constater les paludismes, les chikungunya et la dengue. Alors pour les paludismes, les symptômes habituels sont normalement la fièvre, des maux de tête ainsi que des courbatures. Pour ce qui s'agit des chikungunya et de la fièvre dengue, on constate généralement, les patients ils rapportent une notion de fièvre aiguë, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une éruption cutanée, c'est-à-dire des lésions qui apparaissent au niveau du corps, une fatigue intense ainsi que de nausées. Pour certaines formes graves de la dengue, on peut constater des saignements au niveau des gencives et au niveau du nez. Alors, si vous constatez un parmi ces symptômes-là ou plusieurs, il faut venir consulter au centre de santé le plus proche
où le diagnostic pourra se faire par un test de diagnostic rapide. Il faut savoir que ces tests-là sont disponibilisés par le ministère de la Santé du Djibouti et dont certains sont en majorité gratuits. Comment on prévient ces maladies infectieuses qui sont transmises par ces vecteurs tels que les moustiques? Alors, essentiellement, il faut utiliser des moustiquaires qui sont imprégnés, il faut utiliser des répulsifs anti-moustiques, il faut porter des vêtements longs qui couvrent les bras ainsi que les jambes, et il faut surtout éliminer les eaux qui stagnent autour des habitations. Dans le second volet de son intervention, Dr Sabah Youssouf n'a pas manqué de rappeler les causes des maladies hydriques. Autre point, les voyageurs, dont notamment les vacanciers qui reviennent des pays étrangers endémiques, doivent rapidement consulter des professionnels de la santé. Ces maladies dites hydriques, on remarque essentiellement la fièvre typhoïde, les infections intestinales à Escherichia coli, ainsi que d'autres infections gastro-intestinales. Alors, les symptomologies les plus fréquentes qu'on rencontre lors de ces maladies dites hydriques sont surtout une douleur abdominale, des diarrhées, des vomissements et une déshydratation. Si vous remarquez un parmi ces symptômes, il faut toujours venir consulter un professionnel de la santé. Alors, comment prévenir ces maladies hydriques qui sont essentiellement causées par les eaux, par ces eaux qui sont infectées? Il faut principalement laver les mains soigneusement, surtout avant de manger ou avant de cuisiner. Il faut, et surtout après les toilettes. Il faut laver d'une façon soigneuse les fruits et les légumes avant de les consommer crus. Il faut éviter la consommation des aliments crus ou qui ne sont pas bien cuits. Et il faut surtout consommer de l'eau bouillie ou qui a été traitée. Il faut savoir que les retours des voyageurs des zones épidémiques, c'est-à-dire des pays de voisinage, peuvent provoquer une augmentation de la fièvre, des cas de fièvre ou d'autres symptomologies. Alors, si vous êtes des voyageurs qui sont revenus récemment des pays à zone endémique et que vous remarquez une fièvre ou certains symptômes qui sont inhabituels, il faut venir consulter au centre de santé le plus proche et il faut aussi signaler votre historique de voyage aux professionnels de santé afin de mieux orienter son diagnostic. Il faut savoir que la vigilance collective est essentielle pour la prévention contre les maladies infectieuses. Gros plan cette fois sur l'urbanisation de la ville de Djibouti. Dans ce magazine, nous vous emmènerons au cœur de cette métamorphose pour découvrir comment Djibouti conjugue modernité et comment ses habitants vivent cette urbanisation accélérée. Djibouti, capitale de la République du même nom, vit au rythme d'une mutation profonde. Située au carrefour stratégique de la Corne de l'Afrique, la ville se transforme à grande vitesse. Portée par une ambition claire, devenir un centre urbain, moderne, compétitif et attractif à l'échelle régionale comme internationale. En arpentant ces rues, on constate immédiatement l'ampleur des travaux engagés. Les bâtiments anciens, marqués par le temps, laissent place à des structures neuves, aux lignes épurées et aux matériaux modernes. Le verre et l'acier remplacent peu à peu les murs décrépits, offrant à la ville un visage lumineux et contemporain. Les quartiers résidentiels connaissent eux aussi un profond renouveau. Les habitations sont repensées pour répondre aux besoins d'une population en croissance constante, des espaces plus vastes, des routes plus larges, des trottoirs pavés, des aires de jeu pour enfants et des jardins publics voient le jour.
Ces aménagements participent à améliorer la qualité de vie des habitants, tout en rendant la ville plus attractive pour les investisseurs. Au centre-ville, le paysage change de façon spectaculaire. Chaque nouvelle construction s'inscrit dans une logique d'aménagement global visant à fluidifier les déplacements, dynamiser les échanges commerciaux et offrir des infrastructures à la hauteur des ambitions de la capitale. Mais l'urbanisation ne se limite pas à l'immobilier. Le réseau routier est au cœur de cette transformation. L'Agence nationale des routes, l'ADR, déploie un programme de modernisation à grande échelle. Élargissement d'axes principaux, réfection des chaussées, création de nouvelles voies. Le tronçon Gelebettel et le tronçon Carte7 bis, par exemple, longtemps inutilisable, a été entièrement réhabilité. Nous remercions le gouvernement à travers l'Agence djiboutienne de route, l'ADR, qui a mis tout son temps et toute son énergie pour réhabiliter cette route qui est très fréquentée par les automobilistes. Nous sommes à l'ouverture, la fin des travaux de la voie centrale de Carte7. Nous remercions énormément l'ADR qui ne ménage pas ses efforts et qui est toujours au service de la population. Et qui, depuis que nous sommes là, et bien avant nous, continue à bitumer les voies et les artères de la ville pour que les citoyens puissent circuler. Cette route stratégique relie aujourd'hui plusieurs zones de la capitale, réduisant le temps de trajet et désengorgeant d'autres axes saturés. Ces investissements ne sont pas anodins. Une circulation plus fluide favorise les échanges économiques, facilite l'accès aux services et renforce l'attractivité de Djibouti. Les promoteurs immobiliers suivent cette dynamique. Les habitants, eux, s'adaptent à cette nouvelle réalité. Certains voient les anciens quartiers se moderniser avec de nouveaux commerces, des marchés rénovés, des éclairages publics plus performants. D'autres assistent à la naissance des zones. Là où il n'y avait que des terrains vides, les habitudes changent, les distances se réduisent et les espaces de convivialité se multiplient. Toutefois, la ville n'oublie pas son histoire. Les monuments emblématiques, les mosquées historiques et les vieux marchés conservent leur place dans ce paysage en mutation. L'objectif est clair, allier modernité et patrimoine pour que Djibouti reste fidèle à son identité tout en s'ouvrant au monde. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'affirme comme un modèle d'urbanisation maîtrisé en Afrique, en investissant dans ses infrastructures, en repensant ses quartiers et en améliorant le quotidien de ses habitants. La capitale se construit à un avenir solide, une ville qui ne cesse de grandir, de se moderniser et de tracer sa route vers demain. Dans le reste de l'actualité, il y a cette clôture des activités estivales au CREFA. En effet, jeudi 28 août, le Centre régional francophone pour l'Afrique CREFA, ce programme estival mené en étroite collaboration avec plusieurs centres de développement communautaire, dont notamment Hajidide, Arhiba, Layable Moussiker et l'APIFA, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Il a été jalonné d'activités culturelles et linguistiques ayant mobilisé un large éventail de jeunes. La cérémonie de clôture a réuni un public composé de jeunes bénéficiaires, de directeurs des CDC, de représentants des secteurs de l'éducation ainsi que des associations francophones partenaires. Plusieurs moments forts ont rythmé l'événement, dont une présentation émouvante des jeunes ayant récemment participé au programme d'échange au Rwanda soutenu par le CREFA. Plusieurs écrivains djiboutiens de renommée se sont également joints à la cérémonie, partageant avec les jeunes leur passion des lettres, leur engagement pour la transmission culturelle. À Sagalou, cette fois vendredi, aujourd'hui 29 août, s'est tenue une grande cérémonie de distribution de kits scolaires. Au total, 500 élèves des écoles primaires de la zone de Goda Ouest, notamment
Akabarta, Sagalou, Wea, Adali, Galina ont bénéficié de fournitures scolaires pour démarrer bien la rentrée scolaire 2025-2026. L'événement a été marqué par la présence du préfet de la région de Tadjoura, des élus locaux, des chefs de village ainsi que de nombreux acteurs communautaires. Cette initiative, le fruit d'un partenariat entre l'entreprise locale Swarasarl et 3 associations locales, dont l'Association des jeunes pour le développement d'Akabarta, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement, ainsi que le réseau d'aspiration pour un futur meilleur et la protection de l'environnement de Goda Ouest. Objectif, soutenir la scolarisation des enfants et alléger également les charges des familles rurales afin de promouvoir l'égalité des chances et un accès à l'éducation. Une action saluée par la communauté qui illustre la solidarité entre secteur privé et les associations locales pour l'avenir des enfants. L'entreprise locale Swarasarl, en partenariat avec l'association des jeunes pour le développement d'Akabarta et l'association pour le développement de protection de l'environnement et réseau associatif Rafiego. Et nous remercions différents directeurs qui sont déplacés de leur localité, ainsi que élus locaux, chefs de village. Donc, après l'appel de la prière d'Al-Asr, nous enchaînons ce journal avec l'actualité régionale et internationale. La Corne de l'Afrique en pleine croissance, le Kenya et la Tanzanie à la tête de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Le gouvernement kényan a également lancé en 2023 la journée nationale de plantation d'arbres avec pour objectif planter 15 milliards d'arbres d'ici 2032. En mai 2024, 1 milliard d'arbres ont été plantés en une seule journée, illustrant ainsi l'engagement du pays pour la protection de l'environnement et le renforcement de la couverture végétale tout en soutenant la production agricole durable. En Tanzanie, plus de 1,2 trillion de shillings ont été alloués au secteur de l'agricole dans un budget de l'année 2024-2025 afin d'augmenter la contribution du PIB et d'améliorer également la capacité de production du pays. En sport, cette fois, ce soir, le Soudan et le Sénégal se disputeront la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les regards seront tournés ce soir vers le stade de Mandela National à Kampala, capitale de l'Ouganda, où les sélections du Soudan et du Sénégal s'affronteront pour la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs. Le coup d'envoi sera donc prévu à 18h heure locale à Kampala. Le match sera diffusé sur plusieurs chaînes sportives et les fans pourront suivre en ligne ou via des chaînes locales diffuseront donc cette rencontre. Je vous le disais dans les titres, Antonio Guterres met en garde contre les conséquences dévastatrices de l'expansion des opérations israéliennes dans la ville de Gaza. S'adressant aux journalistes jeudi avant la réunion du Conseil de sécurité au siège des Nations Unies à New York, Guterres a souligné que les premières mesures prises par Israël en vue de s'emparer de la ville de Gaza annonce une nouvelle phase dangereuse. Selon lui, cette escalade obligera des centaines de milliers de civils déjà épuisés, traumatisés, à fuir une nouvelle fois, exposant ainsi les familles à un danger accru. Le 8 août dernier, le gouvernement israélien a approuvé un plan présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visant à recouper progressivement l'ensemble de la bande de Gaza en commençant par la ville de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène dans la bande de Gaza ce que de nombreux observateurs qualifient de génocide marqué par des massacres, la famine, les destructions, les déplacements forcés en dépit des appels internationaux, des injections de la Cour internationale de justice pour y mettre fin. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.